Bonjour à tous, nous sommes Mathilde et Océane et dans le podcast La Bulle, nous explorons l'univers fascinant de la santé, de l'entrepreneuriat, du yoga, du sport, de la maîtrise respiratoire, de la science et de la philosophie. Ces trajectoires singulières nous ont conduites à croiser des figures incroyablement passionnantes. Chaque semaine, à travers ce podcast, nous souhaitons partager ces rencontres et mettre en lumière les voix qui nous ont influencés. Plongez avec nous dans ces conversations inspirantes. Et on se retrouve pour ce nouvel épisode consacré à la pédiatrie et on va en parler avec un ami, un collègue, un expert avec qui on a eu beaucoup de chance de travailler. Mais je vais vous laisser écouter directement son parcours. Bonjour Charles. Et bonjour. Alors raconte-nous justement ce magnifique parcours. On peut commencer soit aussi loin que tu veux, soit déjà avec ta rencontre avec Mathilde. Ok, d'accord. Le début de son parcours, peut-être le cap principal. Vas-y. Du coup, je m'appelle Charles, je suis kiné spécialisé en pédiatrie. Je suis diplômé de 2011 et j'ai directement attaqué à la sortie de mon diplôme par un travail à l'hôpital Necker et c'est là que j'ai rencontré Mathilde. Et souvent la question qu'on me pose quand on est là, c'est comment je suis tombé dans la pédiatrie et à moitié par hasard. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait mon mémoire sur un enfant en pédiatrie. Je m'étais rendu compte que nos études ne nous préparaient pas du tout à la prise en charge des enfants. Donc je m'étais dit, avant de faire un peu comme tout le monde, me mettre en libéral et voir plein de patients différents, je vais quand même me former un petit peu en pédiatrie. Donc je suis retourné à l'hôpital Necker où j'avais fait mon mémoire initialement. Je leur ai déposé mon mémoire. Je leur ai dit, vous n'aurez pas de la place pour moi. C'était sur quelle pathologie, ton mémoire ? J'avais fait sur un enfant qui avait 4 mois, qui était en bulle parce qu'il avait une pathologie immunitaire et on lui avait fait une greffe de moelle osseuse sur un syndrome immunitaire. En bulle déjà, je veux pas faire le langage des oiseaux, mais il y a déjà un signe. Et donc du coup j'avais axé mon mémoire sur tout ce qui était développement neuromoteur de l'enfant, sur ces âges-là, comment on pouvait stimuler le développement malgré la distance que créait une bulle. Et du coup, moi, quand j'étais arrivée à Necker, t'étais le référent, le patron de la néonate. Ouais. Tu bossais avec vraiment les tout petits. Moi, j'avais l'impression de faire de la pédia, mais alors Charles, il faisait de la pédia. Les miniatures humaines. C'est ça. Parce que donc on m'avait d'abord proposé un CDD bronchiolite. Donc j'avais dit ouais, très bien, je fais ça pendant 3 mois, je me forme au moins sur la respi. Et durant l'été, il me rappelle pour me dire il y a une place qui se libère en néonate. J'ai dit oui. Après je suis allé chercher ce que c'était que la néonate parce que je pense qu'on m'en avait parlé 5 minutes sur les 3 ans d'études et avec un projet de 2-3 ans pour me former sur la pédiatrie. Donc j'y suis resté 8 ans à l'hôpital, donc on va dire que les 2-3 ans ont été multipliés. Et effectivement, démarrer directement, une petite semaine de formation avec les collègues qu'il y avait sur la néonate. Et la spécificité qu'il y avait à l'époque, c'est que le service de néonate n'était pas dans l'hôpital. Il allait déménager 1 an plus tard, et donc j'étais à une demi-heure de l'hôpital, tout seul en néonate, sans cadre, sans kiné, et juste les professionnels de la néonate pour commencer, en sortie de diplôme, après 1 semaine, voire 2 de formation. Et le premier enfant, je me souviens très bien que j'avais vu, je crois qu'il s'appelait Adam, et c'était un 24 semaines, 580 grammes, à qui il fallait faire une kiné respiratoire. Donc on pourra discuter de comment ne pas être délétère avec un enfant, notamment au début en faisant plus d'humanitisme que de la respi en attendant de se former. Donc voilà, c'était assez intéressant. Et justement, du coup, c'est quoi finalement la place d'un kiné en néonate ? Est-ce que c'est vraiment, on a cette image de la respiration et on comprend pourquoi, mais est-ce que d'après toi, il y a d'autres choses à faire ? C'était une des grandes chances du poste, c'est que la plupart des postes, en tout cas à l'époque, qu'il y avait sur la néonate en France, c'était effectivement des kinés qui étaient sur plusieurs services et qui intervenaient que pour les moments en réanimation, pour la respi. Mais plus j'ai avancé dans ma carrière néonate et moins on faisait de respi globalement. Et c'était très axé sur la réanimation et sur les enfants qui étaient surtout intubés ventilés et donc à risque d'avoir un encombrement qui était notamment proximal, qui était gênant par rapport à son intubation. Et de plus en plus on orientait sur de la prévention, sur le positionnement et les déformations du crâne, donc toutes les problématiques orthopédiques du nouveau-né. Et ensuite sur une deuxième partie, à force de lecture et de formation, beaucoup plus sur le dépistage précoce et tout ce qui va être autour du neurodéveloppement et du développement neuromoteur. Il y a déjà une partie motrice pure en néonate où franchement c'est tellement des tout petits que t'es pas en train de les stimuler, t'es surtout en train d'essayer de faire en sorte qu'ils aient
pas mal, qui soient confortables et qui soient les mieux possibles? Ça se discute, je dirais. Il y a beaucoup de, on va dire, modelage du corps par rapport à la position. C'est-à-dire bien gérer la position chez des enfants qui sont globalement désorganisés au niveau moteur. Et rien que ça leur permet d'exprimer des compétences. Bien les mettre en enroulement, soit par un cocon, soit par le portage. Donc des choses que je faisais pas forcément énormément au tout début de ma carrière sur la néonate, mais qui a pris de plus en plus de place au fur et à mesure, c'était d'inclure les parents et dans les séances, mais aussi finalement, et ça c'est très vrai dans la pédiatrie, c'est qu'il y a toute une phase au début où on s'intéresse à l'enfant, mais très très vite on va s'intéresser beaucoup plus à l'environnement familial, aux parents, parce que c'est eux qui vont être les vrais acteurs finalement du développement de l'enfant. Donc rien que leur apprendre à bien le porter, bien l'enrouler, bien le modeler, bien préparer finalement à l'émergence de la motricité chez l'enfant, c'est quelque chose qui est essentiel, qui prend une part énorme. Et après, sur la motricité, ce qui est excessivement important sur la néonate, je pense, ça va être tout ce qui est autour du dépistage, dans un contexte de vulnérabilité, d'un enfant qui est né prématuré, qui aura eu peut-être d'autres comorbidités autour. Ça va être déjà commencer un peu à trier dès la néonate ceux qui vont être encore plus à risque, de ceux qui finalement se développent bien malgré les expériences qu'ils ont eues. Alors pour les non-kinés qui nous écoutent, et merci d'être là d'ailleurs, ça peut toujours évidemment être un podcast hyper intéressant, ne serait-ce que si vous êtes des jeunes parents, ou si vous connaissez des jeunes parents, ou si vous allez avoir des enfants, bref. La néonatologie, c'est un service, Charles tu vas compléter, hein, je vais dire ça grossièrement, mais un service où en gros c'est des enfants qui sont nés précocement, avant la date du terme, et qui du coup naissent avec une immaturité globale dans leur développement. Alors on sait que le poumon c'est ce qui en tout cas se développe le plus à la fin, mais du coup qui vont aussi avoir des troubles. Est-ce que le fait de naître plus tôt crée aussi des troubles sur la motricité plus tard? Est-ce que c'est surtout le fait d'avoir été pendant vraiment un petit moment allongé dans un petit berceau avec plein de fils partout qui les empêche complètement de se mouvoir, qui crée éventuellement des troubles? Est-ce que c'est un mélange? Qu'est-ce qui... Donc il y a plusieurs choses. Donc déjà effectivement on a tous en tête à peu près les 9 mois de grossesse classiques pour une naissance à terme. Donc en néonate on va plutôt parler de semaines. Donc on va avoir les semaines de grossesse, les semaines d'aménorrhée, je vous passe les détails, mais en gros une naissance à terme c'est en gros 40-41 semaines. On va considérer qu'à partir de 37 semaines et en dessous, on va être en prématurité et on va avoir des niveaux de prématurité. On va avoir une légère prématurité entre 32 et 36, on va avoir une prématurité modérée entre 28 et 32 et une grande prématurité entre 24 et 28. Depuis assez récemment, on commence à réanimer les enfants avant 24 semaines. Et tu parlais du poumon tout à l'heure sur le côté tardif de sa maturation. Ce qui va limiter la réanimation des enfants, c'est effectivement la maturation embryologique du poumon, et notamment quand est-ce que le poumon va devenir fonctionnel. Donc, c'est-à-dire quand est-ce que les tissus du poumon vont pouvoir faire les premiers échanges gazeux. Donc, c'est uniquement une question de surfactant ou c'est vraiment une question de croissance du poumon en tant que tel? C'est une question d'épithélium. En fait, au tout début, on a des acinus qui sont en fait les premières alvéoles qui vont ensuite se diviser et vous faire toutes les alvéoles du poumon. Donc on a une espèce de gros sac alvéolaire assez grossier et en fait l'épithélium à l'intérieur va commencer à se transformer et notamment commencer à créer un peu de surfactant. Mais en fait, ce qui est compliqué dans le poumon de l'enfant prématuré, c'est qu'il faut à la fois que que les premières alvéoles du poumon soient matures, il faut que la barrière entre les vaisseaux sanguins et l'alvéole soit mature et pas trop épaisse. Il faut aussi que les vaisseaux sanguins soient matures pour laisser passer les gaz et du coup oxygéner le sang. Donc si on n'a pas ces trois-là qui sont matures, on va avoir un poumon qui va être très hétérogène avec des zones qui vont être aérées mais qui vont pas pouvoir mettre de l'oxygène dans le sang et inversement des zones qui ne sont pas aérées mais qui pourraient être oxygénées. Et en fait il faut qu'il y ait les trois qui se passent pour qu'il y ait l'oxygénation qui se fasse. C'est marrant parce que ta façon de décrire le truc ça ressemble beaucoup au patho qu'on a chez les adultes. Enfin tu sais quand tu dis un gros sac alvéolaire ça me fait penser aux problématiques d'emphysème, j'imagine que ça doit ressembler un peu à ça, ou quand tu dis l'épaississement, ça fait très syndrome interstitiel, de l'oxygène arrive mais il passe pas dans la circulation sanguine. Donc il doit y avoir pas mal de parallèles à pouvoir faire probablement. Entre ce qu'on fait et ce ouais. que tu fais. Probablement qu'il y a des choses, qu'il y a des parallèles à faire. De toute façon, il y en a tout le temps. Hein. On en reparlera peut-être plus tard, mais je trouve que c'est la spécificité pédiatrique. Plus j'avance et plus je trouve que de vraiment spécifique à la pédiatrie, il n'y a pas tant de choses que ça. C'est que
On parlera du jeu, mais je connais aucun adulte qui fait pas plus de squats si c'est un jeu que si on lui dit fais-en plein. Donc, c'est vrai que le côté ludique, on s'en préoccupe plus dans la pédiatrie, alors qu'il est indispensable, le côté plaisir et ludique. On dirait que d'un coup, dès qu'on arrive chez les adultes, il faudrait que ce soit raisonné et... Alors clairement, ça, moi j'ai 100% confirmation et 100% l'expérience avec mon petit groupe au cabinet, où clairement, là, les stagiaires s'amusent un peu plus. Je leur ai dit, allez, faites-leur faire des jeux, etc. Ce matin, on a tenu... peut-être 4 minutes en chaise parce qu'il fallait répéter le mot qu'avait dit celui d'avant en passant des poids, et ils étaient tous morts de rire, alors que clairement 4 minutes de chaise juste avec un chrono, je suis pas sûre qu'ils tiennent, quoi. Et que quand elle parle du groupe, Océane parle de gens qui ont 65 ans et plus, hein. On n'est pas sur de la... Là on n'est pas sur de la pédia, mais c'est vrai que tu les rajeunis un peu. Et du coup, pendant ta période de Necker, est-ce que tu peux nous refaire un petit topo? Moi, je me souviens pas forcément. Je sais que quand j'étais arrivée, t'avais déjà fait un DU, je crois. T'avais un diplôme universitaire, non? Ou tu l'as fait après? Alors, la première formation que j'ai faite quand je suis sorti du diplôme, c'était une formation de thérapie manuelle. Parce que quand j'étais dans mes études, c'est moins le cas actuellement. Il y a beaucoup plus de thérapies manuelles qui ont été intégrées dans les études depuis lors. Moi, j'ai eu mon diplôme du coup en 2011, donc c'est pas si vieux, mais en fait, on avait l'impression qu'on redécouvrait dans les études qu'on devait pas s'occuper s'il y avait mal au genou, qu'il fallait pas qu'on s'occupe que du genou. On a l'impression que les ostéopathes qui commençaient à rentrer un peu dans les écoles nous apprenaient qu'il fallait voir le local, puis ensuite le régional, puis ensuite à distance. En fait, on a tellement essayé je pense, de spécialiser notre métier, de le rendre scientifique et de le rendre crédible auprès des médecins, qu'on s'est perdu là-dedans, et qu'on a fait beaucoup d'analytiques, c'est-à-dire une seule articulation, un seul endroit, pour être très spécifique de ça, et qu'on en a oublié finalement le focus général du patient, dans quel monde il vit et comment il bouge de manière globale. Donc, ce qui est fou quand même, parce que quand tu dis ça, on a l'impression que du coup t'as fait tes études il y a 60 ans, mais en fait c'est vrai que ça évolue hyper vite, et qu'il n'y a pas si longtemps encore, quand t'avais mal au coude, on te disait de faire du massage transversal profond sur le coude, et des ultrasons et de l'électro, et qu'il n'y avait pas grand chose d'autre, quoi, un peu d'excentrique, mais voilà. C'est ça. Donc c'est vrai les écoles ont fait du chemin déjà. Puis on va peut-être pas partir tout de suite dans le débat polémique, mais ne serait-ce que les nouvelles cotations qui viennent d'arriver nous séparent encore plus le patient et nos actes en micro points sans... Parce que tu dois encore plus, avec les nouvelles cotations, dire de quelle région du corps tu t'occupes, et en fonction de la région du corps, il va y avoir une cotation spécifique. Donc c'est vrai que ça va un peu dans une conception rétrograde de la kiné, de si le patient est venu pour un coude, tu fais du coude, alors que souvent, non, tu vas faire aussi de l'épaule, du poignet, du rachis, Bref. Avant de tout critiquer, donc t'as fait 2 ans de ITMP, c'était ça? C'est ça, c'est ITMP, thérapie manuelle, donc parce que je ressentais vraiment que c'était les seuls actuellement, donc c'était des kinés et des ostéos qui travaillaient ensemble et qui amenaient finalement cette vision globale. Alors on était encore une fois paradoxalement, c'était une vision globale, mais un travail qui était passif sur le patient. On n'était pas du tout sur de l'activité, du mouvement, etc. On est sur la thérapie manuelle, c'est-à-dire qu'on était sur de la détente. Donc on a intégré du spécifique sur une vision qui était globale. Donc c'était bien intéressant, mais pas encore, surtout maintenant avec tout ce que j'ai avancé, tout ce que j'ai appris, pas encore satisfaisant par rapport à notre métier, qui est finalement un métier de mouvement. La kiné, c'est littéralement ça, on remet les gens en mouvement, et s'il y a bien on va dire un soin qui est transversal pour tous les âges et pour toutes les spécialités, c'est le mouvement. Et après ça, je sais plus si t'avais déjà fait le DU, mais en tout cas je sais qu'on a eu un moment lunaire, c'est le moment où j'ai compris que Charles serait mon ami. Je précise, conflit d'intérêt, Charles est mon meilleur ami, et on avait fait quand on se connaissait pas trop encore, un petit voyage au pays de l'ostéopathie, justement, où on était allé faire une formation ensemble de 2 fois 3 jours, je crois, sur l'ostéopathie périnatale. Et du coup, c'est avec Charles que j'ai vécu ce grand moment d'avoir toute une salle qui met les mains sur des crânes de gens. Donc moi, j'avais les mains sur le crâne de Charles. Et d'un coup, t'as tout le monde qui se dit oh, ça bouge. C'est vrai que les os du crâne, ça bouge. Et c'était fou de voir l'influence du groupe et du social, de se dire attends, j'ai un biais énorme. Si tout le monde sent que ça bouge, j'ai l'impression que je suis vraiment une demeurée si ça bouge pas sous mes mains. Et tu sais pas si c'est toi qui influence le mouvement ou pas. Bref, c'était hyper intéressant, et ça nous a permis d'aiguiser un peu notre esprit critique, puisque breaking news, ça ne bouge pas. Voilà, les os du crâne de Charles ne bougeaient pas. Mais c'était cool, on avait vu un peu de viscéral. Il y a des choses qui étaient intéressantes effectivement à les prendre. Et du coup, pour répondre à ta question, j'avais fait un DU de respi avant. Parce que en fait, comme je vous le disais, quand j'ai commencé en néonat, j'ai eu un peu de formation, mais je me suis retrouvé très vite tout seul dans le service. Il a fallu que je me forme.
et les demandes prioritaires et qui finalement étaient les plus dangereuses. Et c'est ce qui m'a appris finalement un de mes premiers, on va dire une de mes premières règles, c'est-à-dire ne pas être délétère avec un enfant quand on le voit. C'était déjà de pas gérer l'aspect respiratoire, mais au moins déjà la connaître. Donc j'ai commencé déjà dans le service à suivre tous les médecins, tous les cours des internes. Ensuite j'ai suivi les infirmières pour savoir manipuler un bébé, parce que moi je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi je suis le dernier de ma fratrie et il y avait pas de bébé dans ma famille à l'époque où j'ai commencé à bosser. Donc j'ai pas fait de babysitting particulièrement. Je me suis retrouvé littéralement dans un service avec zéro connaissance, zéro mentor pour m'accompagner. Chose que je ne regrette pas parce que ça m'a permis de créer mes propres avis là-dessus. Mais voilà, c'était quand même une situation qui était un peu chaude, on va dire. Puis à un moment donné, une fois que j'avais fait le tour de tous les enseignements, entre guillemets, de tous les enseignements dans le service qui pouvaient m'être apportés, il y avait un DU qui se faisait sur Paris sur justement sur la kiné respiratoire et notamment en néonat et en réa. Donc j'ai fait cette formation là. C'était très branché augmentation du flux ou c'était déjà un peu plus complet que ça? Non, c'était très branché augmentation du flux globalement, mais après c'était littéralement ce qui était le moins intéressant de toute la formation. Ce qui était intéressant, c'était toutes les interventions médicales qui reprenaient finalement toute la respi, mais toutes les pathorespi, tout ce qu'il y avait autour. Donc, en fait, ne serait-ce que se poser pour réfléchir à tout ce que finalement j'avais accumulé depuis 2 ans en information dans le service, et juste se poser et prendre le temps de réfléchir à tout ça, d'entendre d'autres gens parler de ça que ceux que je côtoyais quotidiennement, voir d'autres kinés aussi qui travaillaient peut-être dans d'autres services de néonat, c'était du coup super enrichissant. Et j'ai appris pas mal de choses, mais plus sur les aspects de contexte médicaux. Et déjà, je me rendais compte que faire de l'AFE sur un enfant, je vous disais, mon premier enfant de 580 grammes, 25 semaines, c'est aberrant de se dire qu'on lui défonce littéralement le thorax pour le faire respirer. Ça n'a aucun sens. Ces enfants-là, ils ont une taille, c'était la taille de ma main et j'ai pas des grandes mains. Ça n'a aucun sens d'aller mettre une puissance incroyable là-dedans. Donc déjà, j'avais adapté mon geste pour le transformer et essayer de l'adapter à ce que je pouvais. Donc plus orienté sur de la ventilation lente déjà, mais avec une intention qui était encore mise sur l'expiration. Donc, et c'est après, notamment avec la rencontre de Mathilde, que je suis passé sur la formation du drainage autogène, qui avait été amenée sur NECA. J'avais été un des premiers formés là-dessus, et ça n'a pas fondamentalement changé le geste, mais ça a fondamentalement changé la manière d'aborder la respi. Et ça change tout. Même intention, quoi. Et ça change tout. L'intention change, c'est-à-dire on se focalise plus sur l'expiration, on se focalise sur le temps d'avant, l'inspiration. En fait, ça change tout dans la manière d'aborder les choses. Et ensuite, c'est les seuls, ou en tout cas les premiers qui ne réduisait pas la kiné respiratoire à un geste qui s'avère être complètement débile, l'AFE. Mais voilà, donc pas un geste pur, mais juste se dire peut-être que si on mobilise l'enfant, c'est de la kiné respiratoire, peut-être que si on étire certains muscles, c'est de la kiné respiratoire, si on le met en mouvement, c'est de la kiné respiratoire, et c'est pas juste un geste. Oui, c'est qui ça, est complètement dissocié de tout ce qu'on fait du reste en kiné. Comme s'il y avait effectivement une vraie spécialité, un geste unique, d'où toutes les confusions qu'on peut avoir actuellement sur qu'est-ce que la kiné respiratoire. Pour la plupart, c'est un geste en particulier. Oui, ça libère un peu en tant que kiné quand on débute, en tout cas quand on n'a pas fait forcément la formation de drainage autogène, donc on n'a pas vu ça. On a un peu l'impression que c'est kiné respiratoire sur ordonnance, j'allonge mon patient, je lui fais des techniques de souffle, merci, ça fait 20 minutes, à bientôt. C'est sûr que le drainage autogène apporte une vision plus complexe, plus complète en tout cas. Et juste encore une fois pour les noms... éventuellement les non-kinés, on en a déjà parlé un petit peu avec Mathilde, mais donc l'AFE c'est un peu l'image qu'on a de la kinésithérapie respiratoire, en tout cas chez les bébés, ce que vous voyez à la télé, ce que vous avez peut-être vécu pour vos enfants, vos cousins, vos frères et sœurs. Donc en effet, ce geste un petit peu sur un temps expiratoire, on abaisse de manière plus ou moins forte la cage thoracique de l'enfant et qui souvent est accompagnée de cris et de pleurs, et dont on avait parlé dans un précédent épisode sur la non-utilité de ce geste-là. Et on refera en effet plus précisément un focus de physio, de pourquoi c'est pas utile. Bon, après c'est maintenant plus ou moins bien invalidé par la science, parce que depuis il y a eu des recommandations de bonnes pratiques qui ont plutôt préconisé de ne pas réaliser ce geste dans un contexte hospitalier. Donc si on a un nourrisson dans une situation vulnérable, il est recommandé de ne pas faire ça, parce que ça a montré plus d'effets délétères que d'effets intéressants. Donc éthiquement, ça pose les bases, et puisqu'on n'a pas de preuves suffisantes, il n'a pas été recommandé de le faire dans un contexte libéral. C'est-à-dire qu'un kinésithérapeute de ville, c'est ça la nuance, on lui a pas dit
ne le fait pas, on lui a dit on peut pas te dire qu'il faut faire ce geste-là. Donc dans un cas, il est recommandé de ne pas faire et dans l'autre cas, il est pas recommandé de faire cette mécanique. Donc une augmentation du flux expiratoire qui intellectuellement est pas si éloignée de la finalité du drainage autogène, parce que le drainage autogène n'est pas une technique douce au sens où ce serait un flux lent. Le but aussi de cette méthode, c'est d'aboutir à un flux expiratoire plutôt rapide, sauf qu'on comprend dans le drainage autogène que l'expiration repose sur le retour élastique alvéolaire. On pourrait faire tout un cours là-dessus, mais donc du coup, effectivement, en tout cas, plus sur la notion de je comprime la cage thoracique avec la main, et c'est ça qui force l'expiration et qui va augmenter le débit dans les voies aériennes proximales et ou distales de mon patient. Donc après, nous, on dit ça avec notre génération à nous. Là, on commence à être des kinés pas tout à fait sortis de l'école. Donc je sais pas si maintenant c'est enseigné différemment. Parce que là, vous disiez, peut-être si t'es pas formé à ça, c'est pas ça que tu vois. Je sais pas exactement si c'est toujours là où en est l'enseignement. Mais si c'est ce qui vous a été enseigné de kiné respiratoire égale j'appuie sur le thorax, eh bien effectivement, c'est à faire évoluer, quoi. C'est un tout petit bout du puzzle. Et effectivement, Charles, t'étais un des premiers qui me disait j'ai ce souci de ne pas être délétère avant de penser même être efficace. Enfin, franchement, t'es l'emblème du primum non nocere, là. Donc, problématique à nouveau, éthique hyper intéressante de se dire si c'est pas validé, est-ce que je peux justifier le fait que je fasse ça à quelqu'un dans la mesure où ça a l'air désagréable et ou douloureux et qu'il n'y ait pas de preuve d'efficacité. Et ça, c'était une problématique que tu avais bien cortiquée avant que ce soit débattu, en fait. Ce qui n'était pas forcément évident, parce qu'on rappelle que Necker, c'est aussi un des berceaux de cette méthode. Et d'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui que la première école de kinésithérapie de France était à l'hôpital Necker en 1919, je crois. Et ça m'a paru fou de me dire qu'en fait, 1919, c'est quand même hier. Et que ça veut dire qu'en gros, t'as 5 générations, quoi. Donc t'as 5 kinés qui se donnent la main et t'as l'histoire de la kinésithérapie, quoi. C'est quand même pas si vieux pour construire des certitudes, par exemple. Donc après, qu'as-tu fait une fois que on en est t'as fait ITMP, t'as fait le DU, t'as fait l'ostéopathie, t'as fait bouger des os du crâne, et après, t'es arrivé. Après, c'est là où j'ai commencé à prendre un virage qui était plus sur les aspects moteurs de l'enfant, et notamment une expérience qui je pense qu'a marqué mon parcours. Ça a été d'abord de participer à un congrès qui s'appelle RMEF, pour le réseau Mère-Enfant de la francophonie, où en fait c'est un congrès qui a lieu tous les ans ou tous les 2 ans, je crois, qui réunit tous les hôpitaux francophones de pédiatrie. Et cette année-là, c'était à Montréal, qu'avait lieu le congrès à l'hôpital Sainte-Justine, qui on va dire un peu l'équivalent de Necker sur le Québec, donc un hôpital d'assez haut niveau sur la pédiatrie. Donc on y était allé, c'était super intéressant, et je m'étais dit, quitte à y aller pendant une semaine pour le congrès, autant essayer de rencontrer les kinés qui sont sur place. Et donc c'est là où je me suis rendu compte de pas mal de choses. Déjà que on jalouse souvent les autres pays en se disant oh là là, ils sont vachement en avance sur nous, etc. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on a des pratiques qui sont assez semblables, mais peut-être parfois des points de vue qui sont un peu différents. Je sais qu'au Canada, ils avaient une optique qui était de très peu faire de travail structurel sur les enfants et les bébés, et à fond, quasiment que ça, du travail qui était axé sur de la motricité et l'enfant qui doit bouger. Donc je pense qu'il s'approchait beaucoup plus de la vérité, mais comme n'importe quel extrémisme, je pense qu'il y a aussi de la place pour un travail de détente, de structurel. Donc c'est là où peut-être on avait largement pas atteint leur niveau, surtout à l'époque, mais c'est pas si vieux, d'être à fond sur la motricité. Mais en tout cas, ça m'a ouvert ça, et surtout de se rendre compte que finalement en France, on a eu une énorme période d'âge d'or presque de médecins qui ont créé littéralement en France le bilan neuromoteur actuel de l'enfant. Les Amiel Tison, les Tardieu, les Sainte-Anne d'Argassi, tous ces médecins-là qui ont été à la base de ce développement-là dans les années 70, 80 et quelques. Et en fait, on se rend compte qu'en France, on n'a pas beaucoup évolué depuis ce temps-là. Et les autres pays, en fait, ils ont pris ces informations-là et ils ont continué à les développer, à créer d'autres échelles, d'autres outils d'évaluation. Et l'avantage qu'il y avait au Canada, c'est qu'ils sont bilingues déjà, ils font français-anglais, et ils récupèrent tout ce qui remonte des États-Unis, en plus de ce que eux ils peuvent faire comme recherche sur la partie française, le Québec, et aussi sur la partie anglaise, Canada. Et donc
Pardon. Je t'en prie, vas-y. À nouveau, ça fait écho. On peut faire des parallèles entre ce que tu dis et ce qu'on peut vivre en respi adulte, parce qu'il y a beaucoup ce passage d'un paradigme à l'autre. Avant, on a fait que du local et de l'articulaire et de la manipulation en mode le kiné va me remettre avec toutes les croyances qu'on peut avoir et véhiculer encore parfois sur d'autres professions. Et d'un coup, on est passé au hands-off, il faut plus toucher les patients. Si tu manipules ou que tu mobilises ou que tu masses, t'es vraiment un kiné préhistorique. Maintenant, si tu fais pas des squats et du soulevé de terre, en fait, t'as rien compris. Et donc, du coup, de se dire, on peut trouver finalement un juste milieu et qu'il y a des techniques pertinentes dans les deux. Et en respi, on a la même chose. T'as certains congrès où t'as l'impression que t'es un dinosaure si tu parles de drainage et de techniques ventilatoires et qu'il faudrait que faire de la réhab. Donc, que du sport, que des squats, que de la mobilisation active. Et nous, on est plus que convaincus que sans la ventilation et sans les méthodes précises sur table, en fait, tu limites énormément ton patient, tu limites tes compétences aussi et ton analyse clinique, parce que tu te prives des mains sur la cage thoracique. Donc, est-ce que maintenant, tes soins au cabinet, toi, t'as l'impression de faire beaucoup plus d'actifs, un peu de passifs tu fais comment ? Après, on en revient à la même chose, c'est qu'est-ce que je recherche avec mon patient. En fait, finalement, la réponse est tout le temps là. Hein. C'est que, en fonction du patient, en fonction de son âge, en fonction des objectifs, c'est sûr que on va plutôt s'orienter sur du portage, peut-être pour un bébé dans certains cas, sur de la stimulation motrice. Mais en fait, ce que tu disais, c'est que rester enfermé dans une méthode, ça n'a aucun sens. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un certain nombre d'outils différents. Si je repense que je connais en pédiatrie, entre les méthodes Bobat, les méthodes Lemétayer, les méthodes Vojta, les méthodes Medec, etc. Peut-être que tous ils vont vous dire oui, on arrive comme ça à soigner 70-75% des patients, mais il est très probable que que chaque méthode ne soigne pas les mêmes 70-75 patients. Donc en fait, c'est la multiplicité des outils qui va permettre finalement de monter notre pourcentage d'efficacité auprès des patients. Et donc oui, beaucoup plus d'actifs, ça c'est sûr. Mais c'est surtout quel objectif je vais choisir. Par exemple, si j'ai des objectifs fonctionnels, que la force musculaire est correcte, on va être beaucoup sur du hands-off et faire des jeux qui vont être orientés sur l'acte moteur, en tout cas sur la fonction. Si je sens que c'est un enfant qui a besoin de fond, je vais changer la manière de travailler. Je vais travailler sur 6-8 semaines, 2-3 fois par semaine pour aller plutôt faire du renforcement musculaire ou de l'endurance pour lui donner du fond. Mais il y a encore des moments où tu utilises de la thérapie manuelle, comme tu l'as appris à l'ITMP ? Comme je l'ai appris, pas forcément, mais oui, toujours un petit peu. Je trouve que ça sert toujours un peu, notamment chez les bébés, parce que, notamment les premiers mois où ils ont une motricité qui est automatique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une motricité qui est véritablement volontaire, c'est un objectif, j'y vais, ils explorent ce qu'ils peuvent explorer. Donc, ce qu'ils peuvent explorer avec leur motricité, mais si leur mobilité leur permet pas d'aller dans certaines zones articulaires, il faut bien à un moment donné aller libérer des zones de tension, que ce soit par du portage, par des étirements, par des massages, ce genre de choses, et on arrive à libérer finalement des zones comme ça. C'est sûrement aussi ce qui permet à des séances d'ostéopathie qu'il y a beaucoup de parents qui nous disent après l'ostéopathie, bougez beaucoup mieux la tête, parce que si on libère la mobilité, oui, l'enfant il peut aller investir ça. Le problème, est-ce que c'est la libération de mobilité est suffisante. Ouais. C'est la question. Pour pérenniser, dans tous les cas, il faut de l'actif. Exactement. Et puis libérer la mobilité, si ça se trouve, c'est pas parce que les thérapies manuelles ont un impact qu'elles ont un impact de la façon dont on pense qu'elles sont soutenues par les théories qui les ont amenées là. Peut-être que l'effet est beaucoup plus proprioceptif que ce qu'on pense. Peut-être que... c'est pas... Voilà, bon, bref. Et d'expérience, c'est que c'est pas parce que l'enfant a une libération de la mobilité, par exemple au niveau cervical, que forcément il va aller explorer ce qui a été libéré. Il peut très bien rester dans ses attitudes préférentielles. Donc c'est là aussi où, une fois encore, le mouvement, la motricité, ce qui est notre spécialité, va prendre tout son sens. Donc moi, les conseils que je donne à chaque fois, c'est que oui, les parents peuvent aller voir des ostéopathes, c'est très bien, mais ce qui marche vraiment très bien, c'est le binôme. C'est qu'on libère les tensions, très bien. Mais par contre, si on met pas de la motricité, si on construit pas des choses là-dessus, on peut avoir des surprises plus tard. Et intervenir plus tard, c'est pas intervenir trop tard, mais c'est quand même bien dommage. Alors justement, moi j'aime bien toujours les petits conseils pratico-pratiques. Pour les parents d'enfants entre 0 et 6 mois,
C'est large, mais comme ça, qu'est-ce que, alors en tout cas entre les, 0-3 mois peut-être pour faire plus petit. Qu'est-ce que je regarde, notamment là tu parlais de tourner la tête, de mobilité. Est-ce que à cet âge-là, l'enfant doit avoir une mobilité complète des cervicales? Est-ce qu'un bébé qui regarde toujours du même côté, c'est gênant? Ouais, ça peut être gênant. Après, le sujet est vaste. Je vais peut-être juste reprendre un peu une question que tu me posais tout à l'heure sur la néonate et dire, est-ce qu'il y a des risques derrière sur la motricité? Alors oui, quand il y a des aspects lésionnels chez l'enfant, mais après, rien que des aspects posturaux peuvent amener derrière des difficultés à construire sa motricité. Et ce qui est vrai pour les enfants qui sortent de néonate, mais ce qui est très vrai sur quasiment toutes les familles qui sortent juste de maternité, c'est l'espèce d'énorme saut qui se passe entre l'hospitalisation, on est très entouré avec beaucoup de soignants qui peuvent nous donner des conseils, et après on se retrouve tout seul à la maison à devoir gérer un enfant. Alors quand on sort des néonates, le saut est encore plus énorme parce que ça peut être un enfant qui a des difficultés, quelles qu'elles soient, alimentaires, de motricité et autres, mais surtout actuellement ou sur la maternité, maintenant on a même des enfants qui sortent au bout de 24 heures, l'hôpital. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, le problème c'est qu'on prend plus le temps de transmettre de l'information pour accompagner finalement les parents dans les soins. Déjà, si en sortie au bout de 3 jours, peut-être l'hôpital, on sait, pour un premier enfant, le changer, lui donner à manger et éventuellement le laver, je pense que c'est déjà bien. Avec une maman sidérée par la naissance, un papa sidéré par la naissance aussi, différemment, mais quand même, c'est beaucoup trop. Et en fait, on a, je pense, laissé tomber une grande partie de prévention, d'information à ce moment-là. C'était plus fait par le passé? Ou tu regrettes que ce soit toujours pas fait? Je pense que c'était... En fait, il y avait plus de temps pris parce que les patients, avant, ils restaient 1 semaine et 10 jours à l'hôpital. C'était trop. Ouais. C'était probablement trop. Je crois que ma mère, quand elle a couché de moi, je crois qu'elle était restée 1 semaine. Donc en fait, les parents ont le temps de récupérer et d'entendre finalement les conseils qui peuvent être donnés. Mais maintenant, c'est tellement rapide que je sais pas, par exemple, on parlera de conseils, mais un lavage de nez, c'est montré en 5 minutes. Les conseils de portage. Un lavage de nez aussi, c'est montré de 10 façons différentes avec 10 intervenants différents. Donc du coup, c'est aussi hyper stressant pour les parents de se dire, attends, je dois boucher, je dois fermer la bouche, je dois boucher les narines, je dois faire de la haute pression, pas du tout. Enfin, donc vous voyez, c'est du temps. Par exemple, tu disais sur les côtés préférentiels, oui, un enfant, quand il naît avec une attitude préférentielle, c'est normal. C'est juste que la plupart, ils arrivent dans les premiers jours déjà à mobiliser leur tête de chaque côté, mais certains, ils n'y arrivent pas. Et très vite, on arrive à des attitudes posturales, même sans torticolis musculaire associés, où les enfants ils vont vraiment rester bloqués dans ces situations. Et je suis étonnée là-dessus, parce qu'à nouveau, c'est pas pour faire de l'opposition de profession, parce que vraiment rien ne m'intéresse moins que ça, mais j'ai l'impression que le petit rendez-vous de dépistage pour voir si il y a eu éventuellement une attitude préférentielle ou s'il y a quelque chose à aller travailler, il est beaucoup plus souvent confié à l'ostéopathe qu'au kinésithérapeute. J'ai pas l'impression que les jeunes parents se disent je prends un rendez-vous de prévention chez le kiné. Non. Et comment t'expliques ça ? Une prescription médicale aussi, non ? Alors parce qu'on passe par la prescription médicale, parce qu'il y a eu une très grosse pub et de fait au niveau ostéo qui ont bien mené leur barque par rapport à ça, et une très mauvaise pub du côté des kinés qui ont été très mauvais pour justifier ça auprès des pédiatres, auprès des parents. Et toi t'en as un peu ça, des médecins de maternité qui t'envoient en prévention Non, maternité non, là c'est vraiment récent, là depuis le mois de septembre dernier où on commence à mettre en place différents ateliers pour en fait juste accompagner la parentalité sur les premiers mois. Moi les analyses que j'en ai aussi, c'est que ce qui aurait pu compenser le manque d'informations sur l'hôpital, ça aurait été peut-être nos parents, nos grands-parents. Sauf que si je prends mon exemple, mes parents ils sont à Toulouse, les parents de ma femme ils sont à Chartres. Donc en fait cette espèce de transmission familiale qui avait les fameux remèdes de grand-mère, alors il y en a plein à acheter, mais il y avait beaucoup de conseils qui avaient du sens liés à l'expérience, qui sont beaucoup moins transmis. Donc on a beaucoup plus de familles liées à nos professions, à notre épanouissement personnel, à tout ce que vous voulez. Donc beaucoup plus de familles qui sont éclatées en France. Alors oui, ils sont à 2 heures, mais 2 heures, c'est pas, ça m'arrange pas quand à 2 heures du matin, mon bébé il pleure et je sais pas quoi faire. J'aimerais qu'on puisse me donner l'information ou des conseils comme ça, ou m'accompagner, me montrer des gestes. Ça c'est super important parce que oui, rien que ça, la transmission de l'information auprès des parents, anecdote marrante mais qui est vraie chez quasiment tous les parents, un des premiers trucs que je montre aux parents, c'est comment enrouler le bébé. C'est hyper important de les enrouler. Donc je leur montre, je mets en tailleur et puis je les enroule littéralement presque les genoux ou les pieds jusqu'à la tête. Je leur dis je leur dis il faut les enrouler. Très bien. Je leur montre plein de fois.
Et puis, à un moment donné, quand j'ai commencé Uber, je dis, je vais quand même les faire pratiquer avec moi. Et puis je vois que malgré leur avoir dit 40 fois, malgré leur avoir montré 20 fois, ils font à peine un tiers de ce que j'ai fait sur l'enroulement. Et en fait, je pose mes mains sur les leurs et je leur fais sentir. Ils font « Ah ouais, c'est ça !» Et en fait, je trouve que ça manque énormément aussi. C'est pas parce qu'on donne une information que forcément ça donne l'expérience, notamment l'expérience pratique. Et c'est exactement ça qu'il y a avec les enfants. Mais ce qui est hyper difficile en tant que jeune parent, et ce qu'on entend quand même souvent, c'est que ils ont du mal à se faire confiance. Ça reste leur bébé. Pour les mamans, elles l'ont porté pendant un petit moment. Et c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est qu'il y a peu d'informations. Il y a des informations données un peu au compte-gouttes par différents professionnels de santé qui en plus se contredisent. Donc ça quand ça arrive, ça terrorise. Ensuite, vous allez avoir la copine qui va dire non mais tu devrais faire comme ça. La belle-mère qui dit mais pas du tout, n'importe quoi, il faut absolument faire comme ça. La maman quand elle t'a au téléphone, mais non mais laisse-le pleurer. Donc c'est vrai que c'est hyper compliqué. Et en effet, s'il y avait un espèce d'endroit de bienveillance, d'aller voir un professionnel formé, alors sage-femme, kiné, pour avoir le petit guide pratique du début, ça serait vraiment génial quoi. Mais là où je trouve que du coup tu m'as semblé hyper en avance, et globalement le monde de la pédiatrie me semble hyper en avance là-dessus, c'est que puisque vous vous intéressez à un petit être humain qui est quand même extraordinairement vulnérable et dépendant de son environnement, j'ai l'impression que vous avez eu beaucoup plus rapidement ce réflexe de remettre votre patient dans ce que Benoît Chevalier appelait sa niche écologique et son environnement, en se disant ok, finalement tu vois là tu parles de facteurs qui ont évolué d'un point de vue sociétal, en fait, de se dire on vit plus forcément à côté de ses parents, etc. Et je trouve que c'est des problématiques que vous avez beaucoup plus intégrées, alors que nous chez les adultes parfois moins, enfin ça vient moins vite quoi, d'avoir une conception de la santé intégrée à la façon de vivre. Chez les adultes, on les a un petit peu, mais on les a peut-être pas poussés aussi fort qu'en pédiatrie, parce que sur la pédiatrie, après on est de manière générale, on est un peu des coachs et on apprend des choses. Et chez l'enfant, on apprend, on est sur ses premiers apprentissages moteurs. Donc qui dit apprentissage dit plasticité cérébrale, et ça veut dire de la répétition. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut qu'on répète pour apprendre. Vous voulez apprendre votre poème pour la semaine prochaine, si vous l'apprenez la veille, ça va être compliqué. Si vous l'apprenez tous les jours, ça va être plus simple. Donc en fait, c'est exactement ça. C'est soit, si moi je veux avoir un impact sur l'apprentissage de l'enfant, il faudrait que je le voie, peut-être 2 fois par jour, 1 heure, week-end compris, et tous les jours. Donc impossible d'un point de vue pratique, et même comme ça, 1 fois sur 2, quand il va arriver au cabinet, l'enfant il va pas être disponible pour travailler ou pour faire des jeux avec moi. Donc autant que je me focalise sur le parent, et c'est là où il y a une différence, c'est que l'enfant est dépendant de ses parents par rapport à l'adulte. Où l'adulte, on va lui dire ok, tu rentres chez toi, tu fais tes exercices, mais et on va se dire on va faire un contrat de confiance, mais on va peut-être pas mettre les formes comme on mettrait en pédiatrie, parce que les parents doivent gérer un autre être. Nous, on doit gérer un autre être et qui est dépendant de ces parents-là. Donc, on est obligé d'en faire des partenaires. Et c'est eux, finalement, c'est pour ça que la notion de parents soignants, elle est... on dit il faut pas que les parents soient des soignants, mais ça n'est que ça, un parent, finalement, ça soigne son enfant, ça l'accompagne. Donc c'est quel terme on met derrière, et s'ils sont pas avec nous, on n'arrivera pas à faire progresser les enfants. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que c'est un parallèle hyper intéressant, parce que de la même façon, quand un soignant abuse, on parle de paternalisme. Tu sais, il y a vraiment un parallèle en fait quoi, entre le fait d'être parent et le fait d'être soignant, mais qui peut vite dégénérer. Ouais, mais ça m'avait fait bizarre au début quand j'étais arrivée à Lille et qu'il y avait des petits mots qui changeaient, et les gens du Nord disent souvent non mais là je soigne ma petite fille, ou je vais soigner ma fille, et je me disais mince, ils sont malades. Non, c'était pour se dire je m'occupe d'eux. Je savais pas du tout. Et finalement c'est ça, on prend soin d'eux quoi. C'est le care. Il y a des mots qui reviennent tout le temps là avec Charles. On revient d'un congrès où il y a des mots à la mode en fait dans la profession, où d'un coup tout le monde se met à parler de care, pendant un an prise en soin, tu prends du biopsychosocial à toutes les sauces. Là c'était quoi le truc qui revenait tout le temps au dernier congrès là, c'était le normal et le pathologique. Alors ça, je crois que toutes les personnes qui nous ont parlé du normal et du pathologique.
de Canguilhem. Enfin bon, bref, c'est le sujet où si t'as ouvert un jour un livre de philo, c'est absolument à citer. C'est vraiment drôle quoi, de voir les mouvances comme ça. C'est vrai que la notion de normalité me fait beaucoup rire aussi par rapport à la neuro. Ça, c'est assez drôle. Donc, c'est tout le sujet là du coup. Mais et pour faire un petit jump dans le temps, parce que là du coup on était sur... en fait t'as fait 1 milliard de trucs et il y aurait tout un monde à revoir. Mais comment t'es passé du coup de l'hôpital au libéral, parce que du coup là maintenant Charles vit et exerce à Nice, non loin de la Bulle. Donc comment s'est fait le petit jump là et le passage quand même à nouveau, il y a un saut entre l'hôpital et la vie, mais il y a aussi un saut entre l'hôpital et le libéral. C'est peut-être un peu méchant ce que je vais dire là, mais j'étais à l'hôpital et je commençais à tourner en rond. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment s'inquiéter quand on se passionne plus pour mettre en place des protocoles de soins qui s'avéreront être efficaces, de réfléchir à des nouvelles manières de travailler, que de voir les patients eux-mêmes. Parce que on a l'impression de tout le temps répéter les mêmes choses. Et c'est vrai que au bout d'un moment, au bout de 8 ans, j'en ai marre de faire ma tournée aux soins intensifs, de voir tous les enfants pour dire voilà, faut que vous le positionnez comme ci, faut que vous le positionnez comme ça, après 40 000 formations des infirmières, après 40 000 formations des différents professionnels, etc. Donc à un moment donné, j'ai l'impression de tourner en rond, et les projets qui me faisaient vraiment kiffer, c'était toute l'analyse de la motricité spontanée, les mouvements généraux. C'est quelque chose qui est ultra passionnant dans le dépistage et le diagnostic des enfants dès les premiers mois. Ça, je savais que si je voulais mettre en place dans le service, il me fallait 2 ans, voire 3. Le temps de me former, le temps d'informer et de sensibiliser toutes les équipes, et le temps de mettre en place l'outil, de libérer du temps pour ça. Et en gros, c'était 3 ans où j'allais continuer à faire les mêmes choses en attendant que ce projet il arrive. Donc j'étais en pleine période de questionnement sur ce qu'il fallait que je fasse. Est-ce que je restais pour pousser ce projet? Est-ce que je changeais? Mais changer pourquoi? Et c'est là où j'ai Mathilde qui s'est dit: coucou, je suis à Nice, je vais créer mon cabinet de l'amour, est-ce que vous voulez pas venir travailler avec nous? Et en fait... Oui, donc moi j'étais partie 1 an avant toi à peu près, c'est ça? Ouais, c'est ça, juste 1 an avant où t'avais été en assistanat, et en fait c'est là aussi toi t'as rencontré Océane et t'as créé la Bulle. Et en fait tout s'est bien goupillé. C'était le moment pour moi de partir. Je m'étais toujours dit que si je partais de Paris, c'était pas pour partir de l'hôpital aussi, c'était pas pour faire autre chose à Paris, c'était vraiment avoir une autre expérience dans un autre endroit. Et là littéralement je suis parti dans un autre endroit. Je pense qu'on pouvait pas faire plus loin de Paris, on pouvait pas faire plus loin aussi de ma famille. Donc parti dans une ville où je connaissais personne, un coin de France où j'avais rien fait, où j'étais jamais allé, changer complètement de métier, passer de l'hôpital au libéral. J'avais fait que des bébés et des ultra bébés, donc c'est une population qu'on n'a pas du tout en libéral. Et effectivement, les premiers bébés que j'ai eus, ils avaient 5 mois. Et à force de travail auprès des pédiatres, on a commencé à me les envoyer à 4 mois, puis l'année après à 3 mois. Et maintenant, ils commencent enfin à comprendre qu'on peut nous envoyer dès le premier mois. Donc ça, c'est assez cool, à force d'informer. Mais j'ai fait le grand saut, on va dire là, et ça m'a fait énormément de bien à tout point de vue. Ça m'a restimulé intellectuellement. J'ai vu d'autres types de patients, j'ai vu des bébés qui allaient bien, qui étaient nés à terme, qui allaient très bien, qui avaient juste un petit plat au niveau du crâne. Donc en fait, ça m'a permis de travailler mon œil pour enfin savoir exactement ce qu'était la normalité, parce qu'il y en avait pas tant que ça en néonat. J'ai vu aussi ce que donnaient les enfants prématurés après, c'est-à-dire toutes les pareilles cérébrales quand ils grandissent, qu'est-ce que ça crée, au niveau des familles, qu'est-ce que ça crée pour les parents, le développement au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 10 ans. Donc en fait ça apporte énormément de choses. J'ai refait d'autres formations derrière, et en fait ça a vraiment élargi toute ma manière de travailler. Et ce qui est super intéressant, c'est que si un jour là je retourne en néonat, je sais que je travaillerai sûrement différemment que ce que je faisais quand je suis parti. Alors que je pensais, et probablement que je l'avais, je pensais avoir un bon niveau des néonates, et je pense que j'en avais un bon. Tout le monde disait voilà, c'était super fort en néonate, c'est super, mais en fait je faisais pas n'importe quoi, mais peut-être que c'était pas suffisamment optimal, et que mon parcours, ce que j'apprécie énormément dedans, c'est que finalement j'ai appris à suivre le développement de l'enfant. C'est que je me suis basé sur le nouveau-né et la prématurité. Puis après, quand j'étais à l'hôpital, j'ai aussi fait 1 an et demi en CAMS. Donc les CAMS, c'est les centres qui accueillent les enfants en situation de vulnérabilité entre 0 et 6 ans. C'est des groupes qui réunissent médecins, rééducateurs, et on les prend en charge. Donc déjà, j'avais commencé à avoir des enfants un petit peu plus grands, jusqu'à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et après la néonate, encore d'autres populations. Et en fait, comme si je suivais un peu leur évolution depuis la naissance jusqu'à
5, 10, 15 ans. On a même une jeune qu'on avait commencé à voir à 15-16 ans qui maintenant en a 19, donc il va falloir se poser la question de la transition enfant-adulte. Ouais. Donc moi j'avais beaucoup apprécié ça dans mon parcours, c'est que en fait ce que j'apprécie c'est que quand je vois un enfant qui arrive à 9 mois et que je sais qu'il a fait la NAD, je sais exactement ce qu'il a vécu. Je sais exactement ce qu'ont vécu les parents et ça m'apporte une énorme richesse pour me dire d'où il vient et du coup où est-ce qu'il va falloir que je l'amène. Et tu sais à la fois d'où il vient et où potentiellement il peut aller parce que tu as vu aussi l'âge. Exactement. Et ça c'est super riche. C'est une lecture ça, c'est vraiment super vache. Et puis pareil, pour développer le lien ville-hôpital, je pense que du coup tu étais particulièrement bien placé. Et donc tu as fait combien de temps au final? Donc Charles est pas venu tout seul, hein. Évidemment, tu es venu très bien accompagné. Avec ma future femme, qui est ergothérapeute. Voilà, et donc du coup Clotilde et Charles, donc Clotilde sera dans un podcast très bientôt, je pense, parce qu'elle a 1 milliard de trucs à nous raconter, sont arrivés à la bulle où il y avait pour le moment que Océane et moi. Et donc on a commencé à développer une bulle qui était à la fois respiratoire et à la fois pédiatrique. Et ergo. Ouais, parce que en Clotilde gros, fait que de la pédia également. Et donc on a fait ça pendant quoi 2 ans et demi. En fait, on est arrivé en 2019, janvier 2019. On a en fait on a commencé à se poser la question de nous au niveau pédiatrique on commençait à avoir vraiment une grosse demande, donc on a besoin de grossir un peu. Vous au niveau respi c'était la même chose. Et en fait, ce qui avait déclenché le truc, c'est il y avait, je crois, que le propriétaire qui voulait, vendre le local. Donc, on avait commencé à se poser la question de est-ce qu'on ne déménagerait pas dans un environnement plus grand. Et en fait, on a très vite vu que c'était impossible de trouver un environnement de 300-400 mètres carrés lumineux, accessible, PMR, au centre de Nice pour pouvoir faire la respi et la pédia. En tout cas, c'était hors de prix. Et donc du coup mais ça aussi du coup moi je trouve petite pas forcément leçon, mais c'est tellement un truc où les gens font des généralités. On nous avait beaucoup dit mais surtout ne bossez pas avec des potes, ça peut trop mal se passer. Bon, finalement ça a été franchement impeccable. Et puis pareil, quand du coup les 2 cabinets se sont séparés pour que Charles crée leur nouveau cabinet, donc le Nid, on nous avait, tout de suite, les gens avaient l'impression qu'il y avait eu une rupture, un problème, en mode mais pourquoi vous vous séparez, alors ça que c'était, pas, hein. Ouais, c'est ça. Si, on continue à faire des vélos tous les week-ends, on mange ensemble tout le temps. Voilà, on est tout le temps ensemble, vraiment, on est presque coloc plus que potes, et au final, c'était juste pour des bonnes raisons, quoi. C'est que la bulle grandissait trop, et que le futur nid grandissait trop également, et qu'il nous fallait de l'espace, et donc ça s'est fait de façon extraordinairement fluide et facile. Donc c'est pas forcément une mauvaise idée que de bosser avec vos potes, même si c'est pas pour toujours, c'est pas toutes les séparations qui se passent mal. Donc puis, ça peut être cool. Et puis ça nous a fait grandir aussi quand on a intégré la bulle, ça restait aussi le projet que vous aviez créé dessus, donc qui était plutôt orienté respiratoire, et nous ça nous allait très bien. Enfin, on a quand même commencé en libéral dans des conditions qui étaient incroyables. Mathilde et Océane sont, si on les considérait comme des patronnes, là elles sont quand même hyper cool par rapport à ça. Donc on a commencé dans des conditions où on nous a dit vous venez, vous faites ce que vous voulez à l'intérieur, voilà, participez aux frais du cabinet de manière ultra honnête. Enfin, c'est quand même super rare de pouvoir commencer dans ces conditions. Donc pour ça aussi je les remercie énormément, parce que ça m'a permis d'apprécier le libéral, parce que j'aurais très bien pu arriver dans un cabinet en Estana et on va me dire voilà, faut que tu vois un enfant toutes les demi-heures, tu travailles comme ça parce que c'est comme ça qu'on fait, et il faut que tu payes tant et tout, costaud quoi. Donc surtout qu'on peut ouais. Bon, on va refaire un 2e épisode avec Charles parce que clairement on n'a pas dit tout ce qu'on avait à dire et qu'on a fait un tiers de son parcours, mais voilà. Ouais. Mais oui, et c'est vrai que mine de rien les cotations, le tarif de base en pédiatrie, c'est quand même, faut quand même voir beaucoup d'enfants, et en même temps toi tu passais beaucoup de temps avec les enfants, on était loin des enfants à la chaîne et hop, donc c'était aussi, c'est sûr que c'est pas toujours facile de développer une spécialité dans un cabinet en Astana, et nous ce qu'on voulait à tout prix, c'est qu'on avait quand même, on était toujours encore un peu dans la galère, mais on avait déjà un peu appris sur comment monter un cabinet, les petits trucs à faire et les trucs à pas faire, et ça nous paraissait évident que pour votre magnifique projet de pouvoir aussi aider dans les quelques conseils qu'on pouvait avoir ou les quelques aides qu'on pouvait avoir pour que vous puissiez ouvrir votre cabinet, parce que je pense que c'était de toute façon il fallait le faire, on n'arrêtait pas de le dire, il faut le faire. Et ça nous a permis de nous poser au début quand on a commencé, et puis après le fait de se dire ok, on va peut-être déménager, créer le projet de notre côté, au-delà des aspects administratifs qu'il faut connaître à un moment donné, parce que sinon on se rend pas compte de beaucoup de choses. Ça nous a obligé aussi de penser le projet, de réfléchir le projet,
de qu'est-ce qu'on voulait faire, dans quel endroit. Et ça, en fait, ça a permis de nous structurer aussi dans ce qu'on a créé au cabinet avec Clotilde et avec les autres kinés qui nous ont rejoints au fur et à mesure du temps. Et dans quel esprit on voulait travailler et qu'est-ce qu'on voulait faire avec les patients. Ça nous a obligé en fait de nous poser à un moment donné, de reprendre un peu de distance par rapport à ce qu'on pratiquait, de relire un peu dans les recommandations et autres, en fait comment on voulait travailler. Donc ça nous a aussi obligé à faire ça et ça apporte toute la richesse qu'il y a actuellement. On est loin d'avoir fini, je suis loin d'être satisfait de ce qu'on fait encore, même si je trouve que c'est quand même super top et je suis ultra fier de notre équipe, mais il y a encore tellement de choses à développer malgré le système pour pouvoir apporter le meilleur à nos petits patients, quoi. Ouais, et encore une fois, donc c'est pas parce que Charles est mon meilleur ami, mais c'est quand même un tour de force incroyable. Déjà en respi c'est pas facile, mais en pédia c'est pas les mêmes cotations, c'est pas des patients que tu peux autonomiser du tout. Enfin voilà, on est bien d'accord que c'est pas un cabinet qui peut se transformer d'une façon ou d'une autre en usine. Charles il fait des séances longues avec ses patients et de toute façon il y a pas tellement d'autres options en pédiatrie. Et c'est quand même je trouve assez remarquable d'arriver à créer un cabinet aussi beau dans un hypercentre de Nice, parce que du coup ils sont restés dans le centre et que c'est quand même pas les conditions tarifaires les plus favorables au point de vue immobilier, etc. Avec Océane, on sait que trop bien ce que c'est. Et en même temps, sans faire de dépassement d'honoraires, parce que évidemment, en plus, tu t'es dit que c'était des soins, même s'ils sont ultra spécialisés, même si t'as un parcours de malade, parce qu'on a cité 1/10 des formations, tu t'es dit que ça devait être accessible à tout le monde, et du coup, sans dépassement d'honoraires, et voilà, en prenant le temps. Moi, on peut que saluer, je pense, le fait que non, mais quand même, je pense que c'est important de le dire, parce que c'est pas des cabinets qui sont fréquents, et il y a des bonnes raisons à ça. C'est parce que c'est quand même vraiment hardcore que de se dire je le monte, je le fais. Alors à nouveau, Charles est pas tout seul, et comme moi je suis pas toute seule, donc c'est le fait, je pense, qu'on soit en duo aussi qui nous donne énormément de force entre notre duo avec Océ et ton duo avec Clotilde. Je pense que c'est des couples qui fonctionnent bien. Et que oui, après du coup t'as fait quand même une énorme sortie de ta zone de confort, de te dire attends, faut voir ce que c'est que de base Charles, qui était en néonate, qui était vraiment comme un coq en pâte, salué / vénéré par tout le monde, le seul mec limite, parce que pareil, on pourra parler du genre en pédiatrie, mais je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire là-dessus, mais c'est spécial d'être un mec en pédia. Et donc il était bien, quoi, c'était confortable sa situation, et du coup pour progresser et monter tout ça, il a fallu quand même se mettre des sérieux coups de pied donc moi je trouve que ça vaut le coup de saluer cette démarche. Et on le sait que trop bien à quel point c'est de toute façon difficile, et c'est sûr que ça nécessite une bonne équipe et une passion derrière, et vraiment une envie derrière. Mais le message qu'on peut essayer de retirer de ça, qui est quand même hyper positif, ça veut dire que c'est possible, en fait. C'est possible de créer un cabinet spécialisé en respi, c'est possible de créer un cabinet spécialisé en pédia. Ok, c'est du boulot, ok, faut être bien entouré, mais on peut le faire. Et franchement, il faut le faire parce que déjà c'est génial, c'est incroyable, c'est le vrai but, et puis parce que c'est ça qui marche, quoi. C'est vraiment ça qu'il faut qu'on puisse offrir aux gens qui en ont besoin, des soins vraiment spécialisés. Et puis pareil, on pourra en reparler, mais il y a beaucoup de similitudes entre les deux cabinets, avec toujours le besoin de faire des bilans précis, de continuer à avoir des démarches universitaires, et de pas se dire je suis un libéral donc je suis en antarcie. Charles travaille presque encore plus que nous, je pense, énormément en interdisciplinarité. Tu bosses beaucoup avec des orthophonistes, tu bosses beaucoup avec des ostéos, tu bosses beaucoup avec des médecins. Tu bosses en parallèle dans un autre centre d'ailleurs. Tu fais pas que du libéral, tu fais c'est quoi exactement? Alors là, je travaille dans un centre de santé. C'est une espèce de petit ovni en France qu'il y a là, où en gros il y a eu un médecin NPR qui pendant des années s'est passionné pour tout ce qui était rééducation technologique et en pédiatrie. Et en fait, il a monté des projets sur des projets pour mettre un exosquelette, mettre un tapis roulant avec un énorme écran pour mettre des jeux et faire des interactions en réalité virtuelle, un laboratoire d'analyse de la marche. Donc des trucs qui sont assez passionnants. Et donc quand je suis arrivé sur Nice, ça m'a permis aussi de mettre en lien avec des médecins NPR et qui sont vraiment des alliés de la rééducation assez incroyables. Et vous êtes combien là au cabinet en ce moment? Là au cabinet maintenant, on est 1, 2, 3, 4 kinés et une ergo. Ok. Et non, tu voulais dire un truc? Ouais, non, c'est juste sur le centre de santé. Là maintenant, moi je fais quasiment que de l'analyse, que du bilan et analyse de la marche. En gros, on fait un énorme bilan autour de ça.
Et ensuite, on fait des concertations avec des chirurgiens et les médecins MPR pour faire les orientations thérapeutiques. Est-ce qu'il faut de la chirurgie pour cet enfant? Est-ce qu'il faut de l'appareillage? Est-ce qu'il faut de la rééducation? Ou est-ce qu'il faut un mélange de tout ça? Et tu interviens également en pouponnière et tu fais aussi des stages intensifs pour des projets très particuliers où tu accueilles des enfants pendant quoi? Une semaine, 2 semaines, je sais plus, une semaine? Ouais, là, on commence à mettre en place sur une semaine, 3 heures par jour, en incluant les parents avec nous. Donc soit accès motricité, autonomie, donc avec un binôme ergo-kiné, et ça marche super bien. On en a fait pendant les vacances ici à Nice, et la semaine dernière, en 4 jours, on a réussi à faire du vélo à un enfant qui a une hémiplégie. Donc on était super fiers de nous et surtout super fiers de lui. Et les parents étaient super fiers de lui aussi. Et c'était quoi cette formation déjà? Ça s'appelle comment? Le truc que tu as fait pour les stages intensifs? Oui, alors on a fait la formation Habit Heal parce que c'est un peu c'est eux qui sont les précurseurs en recherche notamment et dans les concepts. Et sur toutes les dernières recommandations, en fait, elles partent en grande partie de ce qu'ils ont pu créer. Et ils sont en Belgique, ils font des trucs incroyables aussi là-bas. Ça vaut le coup d'aller se renseigner, d'aller faire leur formation et de voir un peu ce qu'ils ont fait là-bas parce que c'est vraiment top. Et t'encadres aussi des stagiaires toute l'année? Ouais, aussi des stagiaires. On essaie d'en avoir 1 voire 2 grand max parce que c'est déjà en termes de place et puis surtout c'est ce qui me passionne sur la pédiatrie, c'est que on est spécifique sur un âge, mais par contre on est transversal sur la médecine, c'est-à-dire qu'on va avoir la neuro, l'orthopédie, la cardio, du digestif, etc. Ce qui me passionnait sur les NODA, c'est qu'on était vraiment très réduit en termes d'âge, mais on devait en fait avoir des connaissances quasiment sur tous les systèmes. C'est exactement ce qu'on dit écossais sur la respi, en fait. C'est des fausses spécialités. Tu te spécialises dans un truc, mais en fait tu touches à tout, mais de façon très spécifique. Ce qui nous limite en pédiatrie, c'est entre guillemets, c'est l'âge. Donc heureusement qu'on nous limite, parce que sinon on verrait trop de gens. Mais c'est ultra passionnant. Donc quand on voit des stagiaires, on a envie de leur transmettre ces connaissances-là. Donc il faut qu'on aborde la neuro, il faut qu'on aborde l'ortho, il faut qu'on aborde la cardio. Donc ça prend énormément de temps, énormément d'investissement personnel pour pas que pour leur donner un max quoi. Sur le peu de temps où il reste 6 semaines, 12 semaines au max, c'est peu de temps pour se rendre compte, peu de temps pour apprendre, mais du coup c'est très prenant. C'est un lieu de stage incroyable, donc n'hésitez pas si vous êtes étudiant à écouter ce podcast, à envoyer, ils ont un site internet du NI, le Nipédia, et il y a une fiche contact où vous pouvez envoyer et faire des libres candidatures si vous avez la chance d'avoir un IFMK qui vous autorise à aller dans des nouveaux lieux de stage. Et vu que Charles est un kinésithérapeute extraordinaire, mais pas un lecteur de mails fantastique, n'hésitez pas à renvoyer vos candidatures. Ou limite, appelez la bulle, on vous les passe. Mais insistez. C'est ça, Charles, si on veut contacter le NI, si on est médecin, parent, kiné, futur kiné, c'est quoi le mieux? On appelle, on écrit, le mieux c'est le mail. Insta. Même si je réponds pas immédiatement, au moins je le lis. Non mais c'est vrai, je m'améliore un petit peu. J'ai une mauvaise réputation là-dessus, bien méritée, mais je m'améliore un petit peu. En tout cas, vous pouvez envoyer un plusieurs mail, fois le mail. Oui, à contact@lenipedia.com et c'est le nid comme un nid d'oiseau. Et du coup, encore une fois, petit message d'espoir, parce qu'avec OC, on n'arrête pas de dire à quel point c'est dur. Franchement, c'est dur. Avec Charles, on refait le monde un soir sur 2, à dire aussi à quel point c'est compliqué d'essayer de soigner de façon correcte et spécialisée dans la santé de 2024. Le petit message quand même cool, c'est de se dire que vous n'êtes pas obligé, si vous êtes jeune kinésithérapeute, de vous dire soit je vais devoir supporter ce qu'est l'hôpital et les conditions de soins à l'hôpital, mais j'aurai accès à une kinésithérapie spécifique et peut-être plus pointue, un centre d'expertise, etc. Ou alors je dois aller en libéral, mais ça va plus être je dois voir beaucoup de patients, je fais un peu de tout, je choisis pas ma spécificité, etc. Ce qui peut être un peu des idées reçues. Et Charles prouve encore une fois avec ce petit tour de force là que non, en fait, vous pouvez avoir un pôle d'expertise parfois plus pointu que certains services. Franchement, c'est assez impressionnant les soins qu'ils mettent en place de façon un peu ovni comme ça, électron libre, uniquement créé out of nowhere, rue de Lille par ce petit duo quoi. Donc je pense qu'on va refaire un podcast très vite parce qu'il a encore 1000 formations dont il faut vous parler. Les stages intensifs, c'est incroyable. Il y a plein de sujets sur lesquels il faut qu'on râle aussi. Donc si t'es d'accord, Charles, on fera un épisode numéro 2, peut-être pas tout de suite. C'est parfait. Ok, râlons alors.
Et d'ici là, nous, on vous salue parce qu'on va filer à une avant-première de film sur l'apnée, là, je crois. C'est ça. Donc c'est parti, on reste dedans. Sunny Boy. Sunny Boy, c'est parti. Donc, très bonne soirée, bonne semaine. Et on refait un podcast quand Charles revient de Belgique parce qu'il part en... Tu pars en quoi, là? Formation encore? Là, c'est la suite de la formation qu'on a fait l'année dernière. Et là, j'y vais en tant que thérapeute. Donc pour le coup je serai rémunéré pour ça, mais c'est 15 jours, stage intensif à Bitil et sur des moins de 5 ans, donc ça c'est 6 heures par jour avec un enfant pendant 2 semaines. En Belgique. Ouais, c'est ça. Ok, donc là on perd Charles pendant 2 semaines, mais dès qu'il revient on lui ressaute dessus pour un nouvel épisode du podcast La Bulle on Air. Bonne journée, bonne soirée, ciao. Bonne soirée.